Hello, l'actualité me fait vous retrouver aujourd'hui afin de parler d'Haïti, car Ariel Henry, l'homme qui avait été placé au pouvoir par le corps groupe en tant que Premier ministre depuis la disparition du président Jovenel Moïse, a remis sa démission. Pour rappel, il avait été placé au pouvoir par le corps groupe, c'est-à-dire les ambassadeurs de la France, des États-Unis et du Canada, dans le but d'organiser des élections et de doter Haïti de son nouveau président. Dans une vidéo préfilmée le 11 mars 2024, l'ancien neurochirurgien a annoncé poursuivre la gestion des affaires courantes depuis Porto Rico, un territoire caribéen sous souveraineté américaine où il y est retenu, jusqu'à la nomination d'un conseil présidentiel sans réellement donner de date de départ. Ainsi, en théorie, Ariel Henry a démissionné, mais dans les faits, il demeure encore au pouvoir. Malgré cela, on a pu ressentir un soupir de soulagement dans l'Haïti tout entière. Ce soupir est même arrivé jusque dans la diaspora. C'est un aveu d'échec pour Ariel Henry qui n'a pas été à la hauteur de cette tâche et qui la délègue au conseil présidentiel en pleine construction. En effet, cette proposition émane de la classe politique. Il est question de mettre en place un conseil présidentiel de transition issu de divers secteurs de la vie nationale. Néanmoins, les contours de cette institution à venir ne sont pas complètement définis puisque certains acteurs politiques annoncent qu'il sera composé de 3 personnes. J'ai aussi entendu parler de 7 personnes et encore récemment, on mentionnait que ce conseil présidentiel transitoire sera composé de 9 personnes. En plus de ce chiffre qui est encore en pleine discussion, il faudra ajouter des membres observateurs issus de la vie citoyenne mais aussi de la diaspora. Mais ces observateurs n'auront pas un réel rôle décisionnaire. D'ailleurs, quelques critères sont exigés pour faire partie de ce conseil. Premièrement, il faut avoir un casier judiciaire vide, ne pas s'être rendu coupable de corruption et ne pas faire l'objet de sanctions. Ensuite, il ne faut pas être impliqué dans les violences, notamment celles de ces derniers jours. Enfin, il ne faut pas être candidat pour les prochaines élections. Car le but premier de ce conseil présidentiel de transition sera d'organiser les élections qu'Ariel Henry n'a pas été en mesure d'organiser. Toutefois, je dois vous faire part de mon scepticisme et mon inquiétude se porte sur la légitimité de cette proposition. Rappelez-vous que le premier reproche qui avait été fait à Ariel Henry portait sur la légitimité de sa fonction. En vertu de la constitution haïtienne, celle datant de 1987. Effectivement, son positionnement était à la fois aussi illégitime qu'anticonstitutionnel. J'ai bien peur qu'il en soit de même pour ce conseil présidentiel transitoire qui doit se mettre en place. Quelle place réserve la Constitution à une telle démarche? On sait que c'est une proposition qui se veut provisoire, tout comme celle d'Ariel Henry en juillet 2021, qui se voulait exceptionnelle et limitée dans le temps. Je m'interroge quant à la légitimité d'un possible conseil présidentiel qui n'aura pas été instauré comme le voudrait la Constitution. Par conséquent, je crains que ce conseil présidentiel ne souffre du même manque de légitimité dont souffrait Ariel Henry. Cependant, j'ai bien compris que pour sortir du chaos, il fallait bien commencer quelque part. Espérons que cette proposition ne s'éternisera pas dans le temps et qu'elle se montrera à la hauteur de la tâche. Celle d'organiser des élections tout en respectant la volonté du peuple. Car il s'agit de satisfaire la volonté du peuple, rappelons-le. Et je ne vous mentirai pas, on a l'impression que le peuple veut Guy Philippe, dont j'ai fait une biographie la semaine dernière. Et que l'on soit clair, mon rôle à moi, il est d'expliquer, de raconter et d'analyser. Mon rôle ne sera jamais de prendre position. Je ne vous ai pas dit qui soutenir, qui ne pas soutenir et je ne le ferai jamais. Je suis là pour apporter des informations et des explications qui peuvent être vérifiées et non pas pour prendre positionnement ou pour influer votre opinion. Donc on peut reconnaître que Guy Philippe est l'un des acteurs politiques les plus influents aujourd'hui, le plus soutenu par le peuple, celui dont la voix porte le plus, celui dont le projet et les propositions séduisent le plus. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette biographie la semaine dernière. Mais cela ne signifie pas que je vous demande de ne pas le soutenir ou de le soutenir. En fait, je suis neutre dans mes explications. D'ailleurs, depuis l'annonce de la mise en place de ce conseil présidentiel transitoire, on a pu observer les politiciens traditionnels corrompus faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire se lancer dans une course assoiffée à la magistrature,
proposer leur nom et transmettre leur dossier de candidature à la CARICOM, la communauté caribéenne, un organisme international régional qui a pour but d'encourager les échanges politico-économiques dans la Caraïbe et apporter des solutions aux conflits pour siéger dans ce conseil. Ils font exactement ce qu'on pensait d'eux, ce qu'on attendait d'eux, chercher un poste pour bien se positionner au pouvoir. Sauf que tout le monde sait que le peuple est très réticent à l'idée que l'international soit trop impliqué dans les décisions qui concernent l'avenir de leur pays. Le peuple a besoin de voir se former une classe dirigeante, active, responsable, intègre et défendant ses intérêts et non pas leurs intérêts propres. Au lieu de mener une course à la magistrature pour satisfaire leurs intérêts personnels, c'est-à-dire s'assurer un poste au sein d'un conseil dont on ne garantit pas la légitimité, la centaine de partis politiques existants en Haïti devrait chercher à mettre en place une coalition proposant un réel projet de développement et d'avenir pour la nation et proposer des candidats représentatifs de cette coalition. Mais on se rend bien compte que le but recherché n'est même pas de trouver une solution à la crise en mettant les divergences de côté pour mettre en place une coalition politique pouvant rassembler des électeurs derrière un vrai projet d'avenir. Les dirigeants haïtiens veulent tous accéder à la plus haute magistrature sans jamais s'interroger sur la réponse qui pourrait apporter une solution pérenne à la crise. Et c'est pour cela qu'on voit augmenter le nombre dont sera composé ce fameux conseil présidentiel transitoire qui devait être composé de 3 personnes, puis de 7 personnes et maintenant de 9 personnes, tout simplement parce que la classe politique dirigeante n'arrive pas à se mettre d'accord. Tout le monde veut diriger, tout le monde veut être au sommet et tout le monde veut avoir accès à la plus haute magistrature. Alors qu'il y a peut-être 100 partis politiques en Haïti aujourd'hui et qu'il faudrait tout simplement faire une coalition, proposer un candidat, proposer un projet, proposer un programme à la nation. Mais malheureusement, tout le monde veut diriger, tout le monde veut être sur le devant de la scène, tout le monde, bien qu'on n'ait pas les compétences, les aptitudes pour le faire, tout le monde veut diriger. Les politiciens haïtiens ne veulent pas faire de la politique, ils ne veulent pas proposer un projet, ils ne veulent pas s'unir, ils ne veulent pas faire une coalition, c'est ça faire de la politique, c'est s'assembler, bien qu'on ait des divergences, mais on a un projet, on propose un candidat et c'est cette politique-là en fait qu'on a envie de lire dans les livres d'histoire, c'est cette politique-là qu'on a envie de raconter à nos enfants plus tard. C'est cette politique-là qui nous fait vibrer et ce n'est pas celle qu'on observe aujourd'hui. Tel parti politique, je sais pas moi, PHTK et des petites Dessalines se sont assemblés, ils se sont opposés à tel parti politique et ils les ont battus aux élections à la dernière minute avec 54% des voix, des suffrages. En fait, c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous fait aimer la politique. Et ils refusent de nous le proposer. Et tout le monde voit qu'ils ne sont pas en mesure de rassembler des électeurs. Quand la nouvelle de la démission d'Ariel Henry m'est parvenue, je vous avoue que j'ai moi-même ressenti ce soulagement dont je vous parlais plus tôt. Soulagée de me dire que cela pacifierait peut-être pour un temps les bandes qui sévissent dans la capitale. Pourtant, peut-on se satisfaire de cette situation? Je parle de la démission d'Ariel Henry. C'est un soulagement, certes, mais malheureusement, je ne peux pas me réjouir d'une telle situation, car elle est révélatrice d'un grand dysfonctionnement dans les institutions haïtiennes. En effet, la démission d'Ariel Henry et les événements que le monde entier a pu observer à Port-au-Prince a révélé au grand jour l'effondrement des institutions haïtiennes. Un éboulement qui n'a pas débuté avec la démission d'Ariel Henry ou les événements qu'on a pu observer récemment dans la capitale. C'est bien plus profond que cela encore. La PNH, la Police nationale d'Haïti, n'a pas été en mesure d'éradiquer le phénomène. La FADH, les forces armées d'Haïti, n'ont pas les moyens de répliquer. On ne peut pas s'empêcher de se demander s'il existe encore un État haïtien dans les faits. Et ça fait mal de se poser ce genre de questions, mais je pense qu'il est nécessaire de se la poser. Dans le cas d'Haïti, les institutions reposent sur un régime démocratique instauré par la Constitution de 1987 qui régit le fonctionnement et la répartition des pouvoirs. Ainsi, on peut distinguer 3
pouvoirs qui se veulent indépendants les uns des autres, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Déjà, on sait qu'il n'y a pas d'exécutif depuis la disparition de Jovenel Moïse, car l'exécutif est incarné par le président de la République qui est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Le président est le chef de l'État qui nomme le Premier ministre. Les deux forment le cabinet ministériel chargé de nommer les autres membres du gouvernement. À partir du moment où le chef de l'État n'est plus, que le Premier ministre a démissionné, est-ce qu'on peut réellement dire qu'il existe encore un exécutif? Ensuite, le pouvoir législatif haïtien est représenté par son parlement. Il est bicaméral, c'est-à-dire séparé en deux chambres, le Sénat ou la chambre haute et la chambre des députés ou encore appelée la chambre basse. Les prérogatives de ces deux chambres sont nombreuses, mais on va surtout retenir qu'elles sont à l'origine de la création des lois. Mais il est aussi important de retenir que le pouvoir législatif est incarné par l'Assemblée nationale, un autre organe du pouvoir qui est composé de la réunion des deux chambres hautes et basse, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des députés. Or, comme vous le savez, depuis 2020, les mandats des députés sont arrivés à leur terme et depuis 2022, les sénateurs n'ont plus de mandat. Cela signifie qu'il n'y a plus de parlement et qu'il n'y a plus d'assemblée en Haïti aujourd'hui. Soyons clairs, de nombreux parlementaires sont aujourd'hui accusés d'être impliqués dans le financement des bandes qui agissent dans Port-au-Prince. Aussi, ce sont eux qui se sont opposés à Jovenel Moïse de son vivant pour l'empêcher d'effectuer un certain nombre de réformes nécessaires dans le pays. Soyons honnêtes, Jovenel Moïse est l'un des rares présidents désireux d'élaborer des réformes pour moderniser le pays et le lancer sur la voie du développement. Bien qu'émanant du parti PHTK, le parti Tête-Calais, il est à l'origine de la construction du canal d'irrigation de Ouanaminthe par exemple, qui aujourd'hui irrigue toute la plaine Maribao. Les sénateurs sont certes corrompus, je l'ai dit, ils sont impliqués dans le financement des bandes. En plus de cela, certains parlementaires sont accusés d'être impliqués dans la disparition du président Jovenel Moïse. Cependant, je ne peux toujours pas me satisfaire institutionnellement d'une telle situation, du non-fonctionnement de l'appareil législatif de la nation, parce qu'elle paralyse toute la politique haïtienne. Les institutions haïtiennes ne se sont pas effondrées que face à l'action des bandes, que face à la démission du Premier ministre Ariel Henry. L'affaiblissement de l'État haïtien date de bien plus longtemps que cela. Parlons de la justice, puisqu'on a établi qu'il s'agissait du troisième pouvoir de l'État. Mon travail, c'est de vous expliquer. Donc je dois vous dire que le pouvoir judiciaire haïtien est incarné par la Cour de cassation de la République, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux. La prérogative première de la justice, c'est de rendre la justice, on est d'accord. Pourtant, cette justice aujourd'hui n'est pas en mesure de lever le voile sur la disparition du président Jovenel Moïse et de juger les principaux commanditaires de sa disparition. Le premier des citoyens n'a pas reçu de justice. Qu'est-ce qu'on peut penser des autres citoyens? Est-ce qu'on peut parler d'un pouvoir qui soit réellement dans son bon état de fonctionnement? Donc on l'a dit, les organes du pouvoir ne sont pas dans leur bon état de fonctionnement. Par conséquent, les outils du pouvoir vont également dysfonctionner. On a pu tous observer l'échec de la PNH, dont le directeur général Franz Elbé n'a jamais pris la parole pour s'adresser durant la crise au peuple haïtien concernant les exactions des bandes dans la capitale. Il en est de même pour la ministre de la Justice, Émilie Prophète, qui ne s'est jamais adressée à la nation et dont on dit ne serait même pas sur le sol haïtien. Les outils du pouvoir dysfonctionnent, il faut qu'on parle de la FADH, l'outil même qui doit encadrer, qui doit canaliser la violence. Elle a été démobilisée anticonstitutionnellement par Jean-Bertrand Aristide en 1995. Et il faut savoir que la démobilisation de la FADH constitue une entrave grave à la Constitution de 1987 et a contribué à l'affaiblissement du pouvoir. On le sait, elle est remobilisée par Jovenel Moïse en 2018, mais cela a tout de même contribué à l'éboulement de l'État haïtien qui ne date pas d'hier. En fait, je repars de la structure même de l'État haïtien, c'est-à-dire la répartition des pouvoirs, telle que le veut la Constitution de 1987, afin de vous montrer l'effondrement du squelette
étatique d'Haïti. Parce que le problème d'Haïti est avant tout institutionnel, il faudra donc y apporter une réponse politique et institutionnelle. La justice étant à genoux, c'est naturellement que les prisons ne vont pas fonctionner dans leur état normal et qu'elles vont devenir des cibles des bandes. Si le pouvoir n'est pas fort, il n'est pas surprenant que des bandes puissent revendiquer ce pouvoir. Le silence des dirigeants haïtiens, c'est quelque chose que j'avais déjà pu observer lors de la construction du canal. On le sait, mais vraiment, ça m'a heurté, ça m'a touché de voir une telle mobilisation, un tel espoir renaître en Haïti, dans la diaspora, autour de la construction de ce canal et que jamais le gouvernement n'ait apporté de son aide, n'ait même dit un mot pour soutenir les travailleurs, pour soutenir les citoyens qui se sont mobilisés dans la construction de ce grand projet. Jamais ils n'ont apporté leur contribution, jamais ils n'ont donné leur aide, je l'ai dit, même pas un mot. Et c'est à ce moment-là où véritablement en fait j'ai senti l'abandon que doit ressentir le peuple haïtien de la part de ses élites. Et donc cela ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, après tous les actes qu'on a vu être posés à Port-au-Prince par les bandes, le DG de la police nationale ne s'exprime pas, n'explique pas très clairement quel est son plan d'attaque, quand bien même il n'en est pas rendre des comptes, et la ministre de la Justice qui ne s'exprime pas, Emeline Prophète, dont on dit ne serait même pas sur le sol haïtien. Et c'est cet effondrement de l'État visible de tous ces dernières semaines qui a poussé l'État kényan à revenir sur sa décision de faire intervenir la police kenyane en territoire haïtien pour en venir à bout des bandes. Cela nous permet de revenir sur l'actualité brûlante de cette semaine. Nairobi affirme ne pas pouvoir mener à bien cette mission sans qu'il n'y ait un pouvoir sur lequel on puisse s'appuyer sur place. Quand Ariel Henry a remis sa démission, ce sont 500 à 600 policiers kenyans qui étaient mobilisés pour intervenir en Haïti, qui se sont retirés de la mission. Le peuple kényan avec lequel nous partageons des liens d'amitié, je n'ai qu'un seul conseil à vous communiquer. Respectez votre constitution. Prenez exemple sur nous. C'est le non-respect de notre constitution qui aujourd'hui a mené à l'effondrement de nos institutions. Si votre constitution ne vous permet pas de faire intervenir une police en dehors de vos frontières, alors vous ne devriez pas le faire. Et ceci même si c'est pour venir à notre aide. La constitution, c'est-à-dire l'ordre qu'elle établit dans une nation, vaut plus que 200 millions de dollars. 200 millions ou 600 millions ou je ne sais pas combien l'ONU a promis pour que cette mission soit effectuée en Haïti. Protégez votre constitution à tout prix car sans elle, il ne peut pas régner la paix, il ne peut pas régner l'ordre. La constitution, elle est là pour vous protéger. Et de notre côté, des solutions haïtiennes doivent être trouvées aux problèmes haïtiens. Haïti doit être en mesure de s'administrer. Elle peut le faire. Pour ce faire, la classe politique doit abandonner sa vision court-termiste et individualiste de faire la politique, qui consistait jusqu'alors de s'assurer un poste éternellement au pouvoir, sans avoir de réelles compétences pour occuper ces postes-là et de réels projets en termes d'éducation, de santé, de sécurité, de développement et j'en passe, à proposer à la nation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle puisse avoir plus de visibilité. Rejoignez-moi sur les réseaux Instagram, Sephora.dreams, TikTok, Sephora.dreams. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi, je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!